Bonjour à tous. Donc, il fallait ouvrir cette journée qui abordera un sujet d'une actualité particulièrement sensible par un retour en arrière. Alors, je vais bien me garder de faire une approche d'expert, ce que je ne suis bien sûr pas, mais plutôt, je vous proposais un travail de synthèse. Et je vais aussi essayer d'éviter un écueil qui serait de faire l'histoire de l'armement français. Il ne s'agit pas du tout de faire ça. Il s'agira plutôt de retracer à grands traits les principales étapes qui ont marqué l'histoire des politiques d'armement de la France depuis qu'il y existe une armée permanente, d'abord royale puis nationale. Alors, qui détient les outils du combat détient la puissance souveraine, qui contrôle la forge, contrôle l'arsenal. Il est sûr que la question de la maîtrise des technologies de défense par un pays révèle ce qu'il cède ou pas de sa souveraineté pour assurer sa défense et sa sécurité, et sa capacité à y mettre des moyens conséquents. Alors par armement, on entendra, selon une définition simple, l'ensemble des armes, des systèmes d'armes et matériels et munitions qui sont destinés aux forces armées pour leur permettre d'accomplir leur mission, mais aussi, bien entendu, le secteur industriel qui est chargé de la fabrication des armes, qu'elles soient terrestres, navales, aériennes. Donc là, on pourrait remonter aux armuriers médiévaux, hein, et jusqu'aux marchands, ceux qu'on appelle les marchands de canons. Mais il faut aussi inclure les mines, les forges, les forêts, les corderies, tous les points de production et axes d'acheminement et tout un ensemble d'acteurs qui sont dès l'origine impliqués dans ce domaine. Alors, dans quel champ de l'histoire on se situe là? On se situe quand même à une croisée des chemins, parce que c'est sûr qu'on pourrait considérer qu'il s'agit bien sûr d'histoire militaire. Alors, loin d'être isolée du politique ou de l'économie, elle y est tout à fait intégrée. Et il existe donc toute une histoire sociale aussi que l'on peut faire à travers l'histoire militaire qui redynamise ce qui a longtemps été appelé de manière péjorative l'histoire bataille, et qui étudie ce qui fait désormais figure de phénomène total. Il s'agit aussi bien sûr d'une histoire des techniques et des sciences, évidemment, la production des connaissances, une histoire des savoirs, également une histoire des terreaux contextuels qui ont permis la production de ces technologies, de ces techniques, de ces inventions et innovations, avec des coups d'arrêt, avec des accélérations. Il s'agit également d'une histoire, d'une sociologie des sciences et de la recherche, puisque la recherche, c'est une pratique sociale aussi, ce sont des réseaux. C'est un rapport entre des acteurs, inventeurs, ingénieurs, et des institutions qui apparaissent, disparaissent au gré des décisions politiques et des financements alloués. En somme, on est dans le lien entre savoir et pouvoir. C'est évidemment de l'histoire économique, notamment l'économie de la connaissance, le rapport entre la recherche, les moyens financiers, la réflexion sur le lien d'interdépendance entre État, marché, acteurs privés et publics. Ici, pour notre sujet, ils sont particulièrement imbriqués. Et donc la mise en jeu du coût de la guerre. Hein. Donc on peut aussi faire dans ce champ-là de la business history qui a été inventée aux États-Unis dans les années 60, l'histoire des entreprises. Il ne faut pas oublier que ça génère toute une géographie des territoires industriels et de l'innovation, ce qu'on appelle les espaces productifs, hein, souvent dans les programmes scolaires, avec ses pôles, réseaux, logiques d'implantation, des approvisionnements, de circulation. Enfin, il faut mobiliser le champ de la politique et de la géopolitique, puisque on s'intéressera aux enjeux de la prise de décision, et à l'histoire de la circulation des connaissances et de la protection aussi de celles-ci. On en parlera cet après-midi, puisque ce sont des technologies sensibles qui sont aussi liées au renseignement. Alors, à travers ce sujet, on a 4 dimensions majeures qui s'articulent. C'est ce qui fait un peu sa difficulté quand on a une approche historique. Il y a le politique, qui décide, qui hésite à décider ou qui décide à contretemps. Il y a l'économique, pour lequel la mise sous contrôle politique a ses avantages et ses inconvénients. Il y a le scientifique, qui est mis à contribution de manière plus ou moins de plus en plus, même pas plus ou moins, mais de plus en plus intensive. Comme la géographie, hein, la science sert aussi à faire la guerre. Il y a le militaire, bien sûr, dont les ingénieurs sont souvent partie prenante des inventions nécessaires aux opérations et dont les décideurs savent ce qu'elles valent ou pas sur le terrain. Voilà, donc je vais naviguer entre ces 4 dimensions-là. Et pourquoi j'ai intitulé ça une histoire française, pardon.
Il ne faudrait pas que ce soit réducteur, hein. On est dans une économie ouverte et mondialisée. Donc, une histoire française, parce que ça sera ma première partie. La France est tout à fait partie prenante de ce qu'on a appelé la révolution militaire occidentale, hein, des 16e et 17e siècles, qui est un tournant spectaculaire et qui voit la puissance quantitative et qualitative des armes s'affirmer et l'État absolu s'imposer pour mobiliser ses ressources afin de nommer ce qu'on appellera une politique d'arsenal. Dans un deuxième temps, je parle d'histoire française parce que je vais m'intéresser à des moments d'accélération des liens entre pouvoir et science, pouvoir et technologie et applications militaires. Donc on le verra pour une année de la Révolution française et la Première Guerre mondiale. Et dans une dernière partie, je vais m'intéresser des années 30 à la guerre froide, c'est à ce moment-là que se développe, hein, tout ce qu'on va considérer, on va appeler comme complexe militaro-industriel. C'est une expression qui date des années 60. On verra si elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on parle de BITD, hein, donc base industrielle et technologique de défense. Mais effectivement, c'est depuis cette époque que s'articulent vraiment, s'associent vraiment, en tout cas, les institutions de défense, des firmes privées, des laboratoires de recherche. C'est un secteur aujourd'hui puissant qui fait de la France le deuxième pays exportateur d'armement au monde, et donc il a une histoire. Donc premier point, l'héritage de notre politique d'arsenal. Donc j'ai choisi aussi de ne pas faire de diapo pour ne pas saturer non plus le discours. Et puis j'ai pas eu envie de faire non plus un diapo qui énumérerait des armements, parce que c'est ça que j'essaie d'éviter de faire. Donc, dans cette histoire de politique d'arsenal, cet héritage de politique d'arsenal, on se situe dans le temps long, hein. J'ai choisi de commencer au XVIe siècle et je vais aller jusqu'au XIXe. Puis il y a deux grands dossiers qui nous intéressent là, qui sont l'artillerie et la marine de guerre. Donc je ne m'intéresserai pas au dossier des armes blanches. Bon. Donc l'artillerie, hein, évidemment, c'est une grande affaire. On ignore quand sont apparues précisément les premières armes à feu en Europe, mais ça date du XIVe siècle. Et on sait qu'à peu près pendant la guerre de 100 ans, c'est là qu'on utilise les premiers canons. La bataille de Crécy, 1346 par exemple, même si ce n'est pas grâce à ça qu'on gagne la bataille, puisque les Anglais l'emportent grâce à leurs archers. Mais bon, voilà, on voit se développer ces technologies-là, ainsi que le développement des armes à feu. Que l'on porte à la main, donc les premiers canons portables, coulevrines, arquebuses, etc., jusqu'aux mousquets et aux fusils. Et donc, ce sont plutôt ces armes-là, plus légères, qui vont faire l'objet d'une maîtrise de la part du pouvoir dans sa production, puisque c'est à partir de François Ier qu'on va se développer les premiers ateliers, Saint-Étienne notamment, et puis le développement au XVIIe siècle des manufactures royales sous le contrôle de Louvois et des premières ordonnances qui définissent le premier fusil d'infanterie, par exemple. Donc, c'est une production qui est assez rapidement sous contrôle de l'État, mais qui est éparpillée géographiquement, hein. Ces manufactures d'armes à feu s'éparpillent entre Saint-Étienne, Tulle, Maubeuge, Toulouse à la Révolution, il y aura Tarbes ensuite. Donc ça, c'est pour les armes légères, mais quant à la production de canons, alors là, chaque seigneur pouvait avoir son arsenal, mais rapidement, le pouvoir royal s'avère être le seul à pouvoir réellement avoir les ressources pour en produire beaucoup. Cette artillerie, qu'on appelle aussi l'arme savante, elle va être réservée à l'armée royale, étant donné les coûts que ça génère. Donc là, je vous donne un petit exemple. Au XVe siècle, autour des années 1400, milieu du XVe siècle, l'artillerie royale consomme 20 000 livres de poudre par an et utilise 40 canonniers. Un siècle plus tard, on en est à 500 000 livres de poudre pour 275 canonniers. Donc il y a effectivement que le pouvoir central royal qui pouvait vraiment assumer ces dépenses-là. Et donc ça va nécessiter dès lors des recherches scientifiques, hein, sur la façon dont, quelle est la durée de vie des tubes avant leur éclatement, la portée des projectiles, la balistique. Donc très rapidement, il y a des ingénieurs qui norment ces outils-là et des savoir-faire techniques et métallurgiques qui se développent.
On est à l'époque de la guerre de siège, donc ça aussi, ce contexte-là favorise le développement d'artillerie. On se défend de mieux en mieux, le siège est de plus en plus compliqué, les armes attaquantes doivent être plus nombreuses, les manœuvres de tir plus précises, les fortifications s'adaptent en conséquence. Donc ça génère aussi des savoir-faire mathématiques, de géomètres, mécaniques aussi, architectural, pour adapter le type de guerre à cette arme-là. Un corps d'artilleurs spécialisé voit le jour à la fin du XVIIe siècle. Et puis, on a petit à petit des normes qui se développent avec la réforme du canon Gribeauval, par exemple. Ça, c'est la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puisqu'il s'agit de la mise au point d'un tout un système d'armes complet, avec armement, des pièces standardisées, canons, obusiers, mortiers, et tout un matériel d'accompagnement, et une réorganisation aussi des services d'artillerie. Donc, tout ça toujours sous contrôle de l'État. On a également en parallèle des recherches qui se développent à l'époque napoléonienne sur les fusées incendiaires. Donc ça, elles existeront toujours, on va les retrouver plutôt au XXe siècle. Pendant cette époque-là, se développent des dynasties métallurgiques, ce qu'on appelle les fameux maîtres de forge, qui deviennent incontournables. Alors, parmi les plus anciens, on a la famille des Wendel en Lorraine, et qui sont nobles. Donc, le dicton à l'époque dit « Un noble peut forger sans déroger », et qu'on appellera pendant plus de 2 siècles les rois de l'acier, avec les Schneider, qui arrivent beaucoup plus tard, le début du 19e siècle. Donc, le fondateur est un officier de Louis XIV qui acquiert une forge en 1704 à Hayange, et donc va se développer tout ce système de production autour des bois, de l'utilisation des bois, de la production de fer et de fonte, de la sollicitation royale pour aider à la création de manufactures royales. Le canon figure sur les armes familiales de la famille Wendel. Et on voit bien que, au gré des conquêtes et des pertes du nord-est de la France, 1870 puis 14-18, eh ben, ces zones-là vont subir des annexions, vont échapper à la France. Les Wendel vont devoir diviser leur affaire, s'associer aux Schneider, qui étaient leurs adversaires, enfin en tout cas leurs concurrents. Mais ça ne les empêche pas de continuer à produire plus d'un tiers de la production française. Donc leurs relations avec l'État sont complexes parce que c'est une entreprise privée, mais il reste à distance. Mais l'État, évidemment, cherche à contrôler ce secteur sensible. Et il va y avoir toujours des tensions ou des associations avec des intérêts partagés autour de ces ressources-là. Alors, les logiques géographiques pour l'artillerie sont simples. C'est effectivement toujours autour des mines de fer du nord-est du pays, ce qui posera problème, comme je vous l'ai dit, autour des années 1870 et 14-18. On compte à peu près 8 arsenaux d'artillerie en 1815 qui sont éparpillés dans ces zones minières essentiellement, mais on voit émerger aussi d'autres arsenaux qui sont un peu plus éloignés de ces zones minières. Alors, le dossier marine de guerre est aussi évidemment très très important dans cette époque-là. Le crédit en revient essentiellement dans la mainmise de l'État sur ces marines de guerre à Richelieu puis à Colbert. Et puis, on voit émerger ces arsenaux et ateliers. Alors, à partir de la guerre de Cent Ans également. Donc, on voit émerger Le Havre, puis Toulon, Brest, Brouage et Rochefort au XVIIe siècle, qui sont vraiment des sortes de complexes industriels avant la lettre, quasiment. C'est l'époque de la bataille navale en ligne et d'infrastructures qui sont extrêmement coûteuses. Ports, arsenaux, ateliers, une main-d'œuvre, une bureaucratie de plus en plus étoffée. Pour vous donner un petit exemple également, les effectifs de la bataille de la Hougue, qui est une bataille de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. On est au XVIIe siècle, tout à la fin du XVIIe siècle, sur les côtes du Cotentin. La France aligne à ce moment-là 44 navires, 21 000 marins et 3 114 canons, face à 99 bâtiments anglais, 42 000 marins et plus de 7 000 canons. Donc c'est des budgets absolument colossaux. À peu près, fin du XVIIe, on est à 216 millions de livres sous Colbert et au début du XVIIIe à 485 millions de livres. Donc là aussi, une tutelle royale qui s'affirme et qui fait vraiment de cette marine un outil de puissance en imposant effectivement également une marine permanente
et qui se dote d'une nette avancée technologique. À la fin du XVIIIe siècle, hein, le vaisseau le plus emblématique, c'est le vaisseau à 74 canons qui nécessite 100 000 journées de travail et de l'abattage de 2400 chaînes à peu près. Et donc tout autour de très très nombreux métiers pour armer ces bateaux. Les zones portuaires sont évidemment géographiquement au centre de ces préoccupations, avec des arsenaux, mais elles sont complétées à partir du début de la révolution industrielle par d'autres sites, puisqu'on voit des premiers bateaux à vapeur au XIXe siècle, et des chantiers qui se développent, chantiers navals à Chalon-sur-Saône par exemple, et au Petit Creusot, et qui vont approvisionner par le canal du Centre la station d'essai de Toulon, avec des équipements métalliques justement et des bateaux équipés comme les torpilleurs, etc., les cuirassés, qui vont se développer et être fabriqués ailleurs que dans les zones portuaires traditionnelles. Alors j'en arrive à la fin de cette première partie sur la guerre industrielle qui apparaît à ce moment-là et qui vient de loin, hein, ça vient des États-Unis essentiellement, qui ont une longueur d'avance avec l'expérience de la guerre de sécession, l'expérience de la guerre hispano-américaine de 1898, où se noue très tôt un partenariat politique, chef militaire, grande industrie, et où s'édifient aussi des institutions étatiques de manière assez précoce. La pensée militaire européenne, elle ne va pas intégrer ça tout de suite. Il va falloir un certain temps pour qu'elle commence à concentrer à comprendre qu'elle peut concentrer toutes ses ressources sur ces appareils de production industrielle et s'adapter, hein, à la dilatation des théâtres d'opération typiques de cette époque-là, donc de ce tournant-là. Donc voilà, la politique d'Arsenal, c'est vraiment l'État comme acteur central qui s'impose et comme initiateur de ces nouveautés, puisqu'il a la capacité, la puissance financière et mobilisable pour utiliser toutes les ressources possibles en matières premières, en personnel qualifié, en accès aux moyens de transport, et pour utiliser effectivement plus de la moitié des recettes du pays, hein, jusqu'à 75% au début du XVIIIe siècle. Donc il faut vraiment être capable d'intervenir dans l'économie, lever des impôts, centraliser le pouvoir toujours davantage. L'État absolu s'est renforcé, hein, à partir de cette politique d'Arsenal, justement. Alors, deuxième temps, c'est le temps de l'urgence, qui est le temps des accélérations. Là, je me suis intéressée au temps court. Et ce temps court cristallise justement ces liens science, État et guerre, avec l'exemple de la Révolution française, et pas de toute la Révolution française, mais d'une seule année, 1793-94, premier comité de salut public, qui était un moment de forte mobilisation des savants par le pouvoir, sur à peu près, pas plus d'une année. Le chimiste Fourcroy, qui dirige qui est partie prenante du comité de salut public, disait en 1794 le comité a reconnu l'importance des sciences et la nécessité d'en recueillir soigneusement l'industrieuse activité. Donc la science est mise au service de la défense nationale de manière inédite, intensive, et l'État se retrouve également à la tête d'un vaste outil pré-industriel, puisque beaucoup d'émigrés sont partis, et en particulier des propriétaires de forges. Beaucoup de nobles ont émigré, je veux dire. Donc, l'État royal a encadré déjà les recherches, hein, Académie des sciences de l'époque de Colbert, mais au moment de la guerre qui se déclare en 1792 et de la levée en masse, il faut armer 1 million d'hommes. Donc ça aussi, c'est inédit, inattendu. On va utiliser évidemment l'industrie armement existante, qui a déjà standardisé un petit peu ses normes, qui a déjà rationalisé ses pièces. Lavoisier, qui est le pionnier de la révolution chimique, a déjà été chargé, hein, par le ministre Turgot de la fabrication des poudres et du salpêtre. Donc il y a déjà des choses qui sont en place. Donc cette fameuse révolution chimique, hein, elle a déjà mobilisé pas mal de savants qui font des expériences à partir de mines de charbon, de mines de soude, etc. Ce n'est pas tout à fait une improvisation. L'aérostation, hein, les montgolfières, préexistent depuis ses balbutiants, mais ça existe aussi. Eh bien, tout cela va être mobilisé dans un temps record
puisqu'on se rend compte aussi qu'on dépend beaucoup de l'étranger. Le salpêtre, pour faire la poudre, salpêtre, soufre et potasse. Le salpêtre vient d'Inde et d'Égypte, le soufre de Sicile, le potasse d'Espagne, etc., etc. Donc là, il va falloir rebondir. Et le premier comité de salut public est présidé par un chimiste qui s'appelle Guiton de Morveau, pardon, qui est l'un des compagnons de Lavoisier. Et donc, très rapidement, ce chimiste crée une commission de 4 ingénieurs qui vont travailler à rechercher tous les moyens de défense possibles. Donc, ils vont travailler sur la fonte des canons et sur les poudres. Ils se retrouvent à des postes clés de différentes institutions. On crée des laboratoires modernes, le centre de Meudon, par exemple. On y teste de nouveaux armements en matière de balistique, pyrotechnie, aérostation. L'aérostation, donc, elle se développe très vite et on crée une compagnie d'aérostatiers. Je crois qu'on dit comme ça, aérostatiers. Voilà. On forme des canonniers à des technologies nouvelles. L'État récupère les forges des émigrés, réquisitionne d'autres entreprises. On reconvertit très rapidement aussi en un temps record des entreprises comme les coutelleries qui se mettent à produire des armes blanches. Et tout ça s'arrête très vite, hein, au bout d'un an, à l'issue de la victoire de Fleurus à l'été 1794. Donc ce qui est intéressant là, c'est de voir que les scientifiques mobilisés, donc la révolution scientifique, ils l'ont déjà faite un peu avant, mais ils sont légitimés par le pouvoir à ce moment-là, ils sont associés aux prises de décision politiques, et la science se professionnalise à l'issue de cette période. L'État a confié en fait la production industrielle d'armement aux scientifiques à ce moment-là. Et ce sont eux qui vont gérer cette production. Deuxième moment clé est en cours aussi, c'est la guerre de 1914-18 hein, et la période du début de la Première Guerre mondiale, puisque là, il faut aussi en urgence recomposer des activités industrielles à une échelle qui est évidemment tout autre. Alors les ressources, là, de manière encore plus accusée, on mesure le poids de la dépendance hein, vis-à-vis des approvisionnements qui viennent de partout. Et puis, on va perdre aussi des territoires très rapidement. Les territoires du Nord-Est, on avait des usines et des mines. Dans le Nord-Pas-de-Calais, très vite, en Lorraine aussi, la seule usine qui permettait de produire l'un des composantes de la poudre, qui est le phénol, est bombardée. La France, en fait, au final, va perdre quand même 75% de son charbon, 80% de sa fonte, 63% de son acier. Donc, on a besoin des Anglais, on a besoin des Américains pour leurs machines-outils, et il faut mobiliser l'appareil productif. On parle de deuxième mobilisation. Après celle des hommes, c'est celle de l'industrie. Et on met en place une économie dirigée, administrée, et apparaissent de gros marchés de guerre qui vont mettre à contribution de grandes entreprises. Alors le comité des forges, qui est la chambre patronale de la métallurgie, va proposer d'utiliser les industries automobiles qui existent déjà. Peugeot et Citroën, par exemple. Donc Peugeot a plusieurs entreprises, a plusieurs sites. Et très rapidement, donc il y en a un qui est un peu trop près du front, un Montbéliard, mais il y en a d'autres qui sont utilisés pour produire toujours des pièces auto, mais des obus, Audincourt, à Sochaux des camions, à Beaulieu, qui est la plus grande automobile, cycle, quincaillerie militaire, les casques, les brancards, les tôles, les pièces d'avion. Donc ça donne un coup de fouet et ça diversifie les activités de Peugeot. Citroën vont se mettre à produire en série hein, en s'inspirant beaucoup des types de production à l'américaine. Ils achètent un terrain près de Quai de Javel à Paris et ils vont passer d'une production de 5000 obus à l'été 1915 à 40 000 obus hein, par jour en 1918. Donc, des compositions des tâches, des qualifications de la main-d'œuvre, ce sont eux les premiers fournisseurs d'obus. Pour la poudre, on relocalise. Donc là, on relocalise des activités chimiques plutôt autour de Lyon. Alors, la production de phénol dont j'ai parlé, qui échappe à la France, eh bien là, on mobilise chimistes, ingénieurs autour de la société chimique des usines de Rhône. On connaît tous le fameux couloir de la chimie. Bien là, il est mis à contribution. La chimie lyonnaise se met à produire 80% des besoins en matière de poudre.
On y ajoute aussi différents arsenaux et des industries de production de gaz de combat également. On voit des grandes firmes pivots qui apparaissent, qui se mettent à gérer ce secteur de la production, qui fédèrent les fournisseurs, les sous-traitants, le calendrier. Donc c'est vraiment une planification, certes empirique, qui va articuler le national, le local. On a aussi un petit exemple intéressant aussi, c'est l'agilité de cette reconversion, c'est l'industrie textile. Par exemple, elle va être utilisée pour les hôpitaux, fabriquer les bandages, l'artillerie, les sacs de poudre, l'aviation pour les ailes des avions, les soldats pour les bandes moltières. Donc on voit comment on met la main, ou en tout cas on met un petit peu sous tutelle ces industries pour les orienter vers toute l'activité de guerre. Et la guerre est un champ d'expérimentation, évidemment, pour les sciences en matière de médecine, mais aussi de gestion des stocks, de logistique, de statistiques aussi. Donc voilà, ces deux moments cristallisent des liens entre sciences, État, technologie technique, marché, armée. Et donc, sciences et guerre se nourrissent mutuellement et des formes de production nouvelles sous contrôle étatique se développent. Je ne me trompe pas de page. Mon dernier point évoquera la dernière période qui nous intéresse là, à savoir les années 30, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, et jusqu'à peu près, moi je m'arrêterai à l'aube de la guerre froide. Et il y a deux chantiers là également qui émergent, qui sont des héritages, notamment scientifiques, d'avant la guerre de 14. C'est l'atome, bien entendu, et puis ça va être l'aéronautique et l'aérospatiale. Concernant l'atome, évidemment, on sait que dès avant la guerre de 14-18, les recherches sont déjà relativement avancées. Becquerel a déjà découvert à toute la fin du 19e siècle la radioactivité. Marie Curie lui emboîte le pas et découvre de nouveaux éléments, radium, plutonium, et étudie de très près la radioactivité. Et c'est surtout avec Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot que là, ces avancées dans les années 30 vont faire de la France une pionnière, puisque, bon, elle n'est pas la seule à travailler dans ce domaine-là, mais on va découvrir qu'on peut produire des éléments radioactifs de manière artificielle, et que on peut éventuellement gérer, enfin on découvre la réaction en chaîne. Et donc la réaction en chaîne, c'est elle qui peut générer une énergie destructrice. Donc là, tout à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on s'intéresse de près, le pouvoir s'intéresse s'intéresse à ce moment-là à ces productions-là. Des brevets secrets sont déposés qui concernent justement cette réaction en chaîne, la première conception d'un réacteur nucléaire. Ça, c'est Frédéric Joliot qui dépose ces brevets-là. Et le premier réacteur nucléaire et la conception de l'eau lourde, dont on reparlera un petit peu après, puisque au début de la guerre, cette eau lourde, c'est celle qui permet, alors là je parle sous contrôle des techniciens et des physiciens qui sont peut-être là-bas, qui permet de contrôler justement la réaction en chaîne. Donc à la toute veille, on est en 1939, on se rend compte de ce qu'on peut faire de ces outils-là, mais il n'y a pas de programme militaire du tout qui est mis en œuvre. Ces stocks d'eau lourde se trouvent en Scandinavie, produits par c'est des tout petits stocks, produits par une entreprise sous contrôle français, et on les évacue très rapidement vers l'Angleterre et vers le Canada. On évacue également l'uranium qu'on possède vers le Maroc. Et donc, les chercheurs français sont dépossédés de ces technologies-là. Alors, on fait un bond dans le temps, puisque là, les Anglais et les Américains, de leur côté, pendant la guerre, vont développer tout de suite un programme nucléaire qui, lui, sera à la fois civil, mais militaire immédiatement. Ça ne va pas être le cas de la France,
puisque à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Français hésitent beaucoup à savoir que faire de ces technologies nucléaires. Et ils vont hésiter pendant des années. Donc en 1945, le général de Gaulle crée le comité à l'énergie atomique, mais il ne s'agit absolument pas de mettre en place un programme nucléaire, donc pas non plus d'élaborer une bombe. Et en 1960, la première bombe atomique française fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe entre 1945 et 1960, alors que les Anglais et les Américains ont très rapidement, en moins de 10 ans, mis en place ce programme nucléaire militaire? Et bien, en France, beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'hésitations et un pouvoir politique qui a beaucoup de mal à aller dans une seule direction. On voit pendant les années 50 les présidents du Conseil se succéder, accorder des crédits à cette recherche, mais ne jamais vraiment dire que oui, on va mener un programme nucléaire. On n'y renonce pas, mais on s'y engage pas non plus. Donc il va falloir attendre véritablement la fin des années 50 pour que les crédits soient transférés au commissariat à l'énergie atomique. C'est la première preuve tangible en fait en 1955 qu'il y a véritablement un projet nucléaire militaire. Et ça va se concrétiser en 1956 et surtout avec la Ve République et le général de Gaulle à partir de 1958 qui entérine ces décisions. Mais en fait, il y a des hésitations, un pas en avant, puis la stagnation, un nouveau pas en avant, puis la stagnation. Et ce n'est qu'en 1960 que la bombe est rendue publique. Et personne, en fait, politiquement, n'assume vraiment la responsabilité de cette décision. Alors, le rôle majeur est joué par le commissariat à l'énergie atomique, qui est autonome administrativement, financièrement et uniquement sous autorité du président du Conseil. Et il a une branche militaire qui est créée en 1954. Donc voilà, une difficile gestation et une oscillation permanente entre des technologies à usage civil et à usage militaire. Du côté de l'air et l'espace, là aussi on a des héritages avant-guerre et qui concernent évidemment Toulouse dont on reparlera. Mais il y a eu des progrès de l'aviation dans les années évidemment 14-18. Et puis, en Allemagne, pendant les années 30, dès 1938, enfin même avant, est créé un site secret de recherche qui se trouve à Peenemünde, qui est le plus sophistiqué du monde, qui est un laboratoire civil et auquel on adjoint un laboratoire militaire. C'est de là que sont lancés les premiers V2 qui sont testés dès 1938. En France, on est plutôt bien placé en matière d'aviation, mais on travaillait aussi sur les fusées à étage déjà. Et évidemment, dès début de la Deuxième Guerre mondiale, ces recherches seront mises sous séquestre par les Américains, qui vont en réutiliser le contenu. Alors, ces technologies vont beaucoup circuler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout à la fin, au moment de la défaite allemande, puisque les Alliés vont aller en Allemagne et y circuler en mission scientifique, entre guillemets, sur les différents sites industriels pour y récupérer des découvertes. Donc, les Français sont évidemment pas les mieux placés à ce moment-là. Les Américains s'emparent des V2 tout de suite. Mais les Soviétiques sont là, les Anglais aussi, et les Français. Et ils font quand même des découvertes importantes, et notamment celle de la soufflerie d'Otzal, qui se trouve en Autriche, qui va être entièrement démontée et emportée par train. On retrouve aussi des archives de l'industriel Messerschmitt, des pièces de V1, des moteurs fusées, etc. Donc on vient faire son marché en quelque sorte, et on recrute aussi beaucoup d'ingénieurs allemands en France, avec lesquels la coopération s'est avérée pacifique, puisque ils avaient plus la possibilité de travailler en Allemagne, et finalement, dans ces usines-là, ils vont être relativement bien accueillis. Bon, on le sait pour les États-Unis, mais c'est le cas pour la France également. On en a recruté beaucoup. On reparlera effectivement aussi de la soufflerie d'Otzal, peut-être dans le cadre de l'histoire de l'ONERA, puisqu'elle va être utilisée à ces fins. Voilà, donc, mais aucune politique spatiale à la française n'émerge à ce moment-là, et pas d'industrie de missiles non plus. Il y a une rupture entre civil et militaire qui fait que, là aussi, des hésitations, des avancées et des stagnations se sont vraiment perceptibles.
Il y a des tensions vraiment entre les deux. L'ONERA est créé en 1946. On crée à ce moment-là, on cherche à créer un centre national des agents spatiaux qui aurait pu devenir une NASA à la française, mais ça n'aboutit pas. Les armées mènent leurs recherches séparément. C'est difficile de faire coopérer scientifiques, militaires, industriels. La fusée est vraiment vue comme un outil avant tout scientifique. Et puis, dans les années 50, 1954, la fusée Véronique est la première qui est fusée sonde qui est lancée. On développe des champs de tir. Hein. Le premier champ de tir est installé à Colombéchar en Algérie en 1947. C'est des lieux où vont coopérer, peu ou prou, bon gré mal gré, les militaires, les scientifiques, des industriels. Et jusque dans les années 50, encore une fois, c'est à peu près le même tournant que pour l'atome. 57-58, hein, Spoutnik et la Ve République vont être les aiguillons qui vont modifier la donne et qui vont changer le modèle politique à ce moment-là de production et les débuts du programme spatial. Bon, je ne vais pas développer plus avant. C'est en 65 que la France devient la 3e puissance spatiale après les États-Unis et l'URSS. Et ces technologies, elles vont se nourrir mutuellement, technologie civile, technologie militaire. Elles vont développer autour d'elles de multiples savoir-faire. On le verra effectivement, par exemple, avec l'ONERA, les optiques, les radars, et aussi bien détenus et développés par des chercheurs militaires que des chercheurs civils. Une institution centrale, je finirai là-dessus cette dernière partie, est créée à ce moment-là. C'est la DMA, Délégation ministérielle pour l'armement, en 61, qui deviendra la DGA en 77. Et aujourd'hui, c'est vraiment elle qui chapeaute tous les grands groupes de production d'armement. Alors, à l'époque, c'est Dassault, c'est l'aérospatial, le GIAT pour les blindés, la DCN pour la construction navale, le SNECMA pour les moteurs d'avion. Bon, les noms ont changé aujourd'hui. Mais pour l'État, il faut sauvegarder l'outil industriel français, équilibrer les armements nucléaires conventionnels, contrôler ces fameux managers de l'armement. Et donc, il a vraiment une place centrale et dirigiste. Il fixe les volumes des commandes, l'État finance la recherche et le développement, assure un profit élevé à ses groupes et lui trouve des débouchés extérieurs. Donc, il y a vraiment une interdépendance très forte. Voilà, j'ai choisi d'arrêter mon propos à l'aube de l'après-guerre froide. On le sait, les économies faites par nombre de pays comme la France, ces fameux dividendes de la paix, ont touché de plein fouet le secteur de la défense, armée comme industrie. Le choix a été fait de privatiser, de déléguer certaines fabrications à d'autres. Monsieur Bellay nous dira ce qu'il en est aujourd'hui, 30 ans plus tard. Nous avons vu donc comment s'articuler ce sujet, combinant les 4 éléments clés qui sont le politique, l'économique, le militaire et le scientifique. Alors, étudier l'histoire du développement des technologies de défense françaises, nécessairement, c'est étudier des évolutions techniques qui sont liées aux évolutions tactiques, quelle arme pour quel usage. C'est étudier des choix politiques successifs qui sont décidés à la fois sur la longue et la courte durée, en situation d'urgence aussi. C'est penser le rapport entre science et pouvoir. Si d'une part, les sciences servent à beaucoup de choses, il est indéniable qu'au XXe siècle, elles ont d'abord servi à préparer et faire la guerre, tant pour les plus grandes puissances mondiales que pour la France. Il est incontestable, d'autre part, que le champ du militaire fut et est encore un champ d'expérimentation pour les sciences, faisant circuler les inventions et leurs applications du civil au militaire, et du militaire au civil. L'histoire et la géographie des technologies de défense constituent finalement une sorte d'espace patrimonial, à la fois industriel, scientifique et technique, mais c'est quand même quelque part, il est un peu absent de notre culture civique malgré tout. C'est une sorte de point aveugle qu'on connaît sans le reconnaître. Alors, est-ce qu'il s'agirait que d'une affaire de spécialistes ? Je ne pense pas, parce que si les armes aident à vaincre un adversaire, et encore elles peuvent s'avérer insuffisantes, on peut aussi gagner la guerre avant la guerre. Je cite le chef d'état-major des armées, parce que c'est justement, on peut la gagner avant qu'elle se déclare, si on y est justement prêt techniquement. C'est ce qui s'avérerait infiniment plus profitable. Donc jusqu'à quel point est-on prêt à partager ce pouvoir-là, à remettre dans d'autres mains que les nôtres cette autonomie souveraine, et à quel prix ? Peut-on tout à fait se passer d'une solidarité entre alliés dans ce domaine stratégique ? Voilà, un certain nombre de réponses vont, je l'espère, nous être apportées tout au long de cette journée. Je vous remercie.